Alors, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureuse de poursuivre ce soir le cycle des entretiens d'ici, consacré au pouvoir des mots dans des domaines variés. Après avoir abordé l'art du mot juste avec maître Bertrand Perrier, puis le storytelling avec Dominique Volton, nous évoquons aujourd'hui l'engagement littéraire et politique avec vous, Alain Pagès, à la lumière de l'œuvre et de la vie de Voltaire et de Zola. Professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, vous êtes un historien de la littérature, spécialiste de la vie et de l'œuvre d'Émile Zola. Vous avez publié notamment Émile Zola de J'accuse au Panthéon, Une journée dans l'affaire Dreyfus, J'accuse, Zola et le groupe de Médan, Histoire d'un cercle littéraire, Le Paris d'Émile Zola, Guy d'Émile Zola, et avec le concours de Brigitte Émile Zola, vous avez recueilli la correspondance intime d'Émile Zola en éditant chez Gallimard les lettres à Jeanne Rosereau en 2004 et les lettres à Alexandrine en 2014, prix Sévigné 2015. Votre dernier ouvrage, publié en 2019 aux éditions Perrin, s'intitule « L'affaire Dreyfus, vérité et légende ». Vous allez revenir sur l'engagement de deux écrivains, inhumés au Panthéon, qui chacun à leur tour ont utilisé leur renommée et leur plume pour défendre un innocent. Vous nous parlerez pour Voltaire de son engagement dans l'affaire Calas et pour Émile Zola du sien dans l'affaire Dreyfus. Vous nous montrerez le pouvoir des mots qui s'est manifesté pour l'un dans le traité sur la tolérance écrit par Voltaire et dans le J'accuse publié par Zola dans l'Aurore le 13 janvier 1898. Vous nous expliquerez les similitudes entre les deux affaires. Dans la lutte qu'ils engagent, Voltaire et Zola mettent en cause une institution judiciaire qui ne respecte pas les droits de l'accusé et aboutit à l'erreur. Voltaire se dresse contre le Parlement de Toulouse, Zola contre les procédures expéditives d'un tribunal militaire. L'un et l'autre lancent une campagne qui prend l'opinion publique à témoin. Mais au-delà de leur combat pour la vérité et la justice, ils ont un but précis qu'ils espèrent atteindre. Réhabiliter Calas d'un côté, sauver Dreyfus de l'autre, en le tirant du bagne. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle le prochain entretien d'ici, Les mots dans le cinéma muet, avec Emmanuel Leclerc le jeudi 17 mars. Il me reste à vous souhaiter, à toutes et à tous, de la part de Monsieur le maire, une agréable et enrichissante soirée. Merci. Merci madame, merci pour votre accueil. Je suis très heureux de participer à cette nouvelle séance des entretiens d'ici. Et en effet, j'ai choisi un sujet, je crois, qui mérite qu'on le regarde avec attention, l'histoire de Voltaire, l'histoire de Zola et l'histoire de ces deux affaires, l'une à la fin du XVIIIe siècle, l'autre à la fin du XIXe, qui sont tout à fait comparables et qui sont d'ailleurs d'autant plus comparables que quand Zola s'engage pour Dreyfus à la fin du XVIIIe, évidemment, il pense à l'exemple qui l'a précédé, c'est-à-dire l'exemple de Voltaire. Alors, vous l'avez évoqué à l'instant, il y a du côté de Voltaire le traité sur la tolérance en 1763, qui fait suite exactement à son engagement pour Calas, et puis pour Zola, le fameux J'accuse, dont on connaît tous la réalité. C'est là-dessus que je voudrais me centrer en vous montrant que ces deux affaires sont célèbres pour toutes sortes de raisons. D'abord, évidemment, ce sont deux erreurs judiciaires, mais sur lesquelles la justice est revenue, de telle sorte qu'on peut ou bien les envisager d'une manière négative ou bien d'une manière positive, en disant, après tout, que la justice est passée. Elle possède pour cette raison-là un caractère emblématique, et d'ailleurs, elles sont citées l'une et l'autre sur le site du ministère de la Justice comme deux exemples extraordinaires de deux affaires judiciaires. Car, d'ailleurs, au-delà de l'affaire judiciaire,
l'affaire Calas et l'affaire Dreyfus ont eu des conséquences politiques extraordinairement importantes. L'idée de la tolérance que Voltaire défend, elle se retrouvera dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et le combat de Zola pour Dreyfus aboutira, on le sait, à ce grand bouleversement politique du début du XXe siècle, à la mise en place de la laïcité avec la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Voilà donc deux affaires qui sont au-delà de leur caractère judiciaire, des affaires éminemment politiques. J'aimerais, dans une première partie, vous parler de ces deux affaires elles-mêmes, les décrire, les rappeler à votre connaissance, analyser d'abord le mécanisme de l'erreur judiciaire qui est présent dans chacune d'entre elles, et puis ce qui les constitue au fond le problème de l'opinion publique. L'affaire Calas, une image pour la mettre en scène, cette image de Calas disant adieu à sa famille avant son exécution. Quelle est cette histoire? Tout commence un soir d'octobre 1761. Nous sommes dans le midi de la France, à Toulouse. Jean Calas est un commerçant, c'est un homme âgé, enfin, il a 62 ans aujourd'hui, on est jeune à 62 ans, mais à cette époque, c'était un vieillard, donc c'est un vieillard, c'est un marchand d'étoffes, il est de religion protestante. La soirée se termine d'une manière tragique, car ce soir-là, son fils, Marc-Antoine, est retrouvé mort après le dîner. On le retrouve au rez-de-chaussée de la boutique, étranglé. Jean Calas pense que son fils s'est suicidé, mais il dira qu'il a été assassiné, car à cette époque, avouer le suicide, c'est quelque chose de très grave, puisque l'Église accorde au corps des suicidés le pire des traitements. Alors, l'affaire se déclenche ainsi. Le chef de la police, c'est un capitoul, il s'appelle Baudrigue, arrive sur les lieux. Tout de suite, il pense que Calas est coupable. Il pense qu'il a tué son fils. Pourquoi? Parce que son fils voulait se convertir à la religion catholique. Il pense que Calas l'a tué pour cette raison. Et alors, il emprisonne immédiatement non seulement Jean Calas, mais la femme de Calas, leur fils Pierre, un ami de la famille qui dînait avec eux, Gobert, et la vieille servante qui est là, Jeanne, servante catholique. Évidemment, Calas clame son innocence. Il est un peu confus dans ses explications parce qu'il ne veut pas avouer ou dire que son fils est suicidé. L'affaire traîne. Il n'est pas condamné tout de suite. Le Parlement de la ville de Toulouse se saisit de l'affaire. Et finalement, le 9 mars 1762, c'est-à-dire plusieurs mois après, il est condamné, Calas, condamné à la peine capitale, c'est terrible. Le 10 mars 62, sur l'une des places de la ville de Toulouse, le malheureux est supplicié, supplice de la roue, il est torturé, il n'avoue pas, et finalement, il est mis à mort, étranglé. Son corps est ensuite brûlé sur un bûcher, ses cendres dispersées au vent. Alors, ce qui est étonnant, comme il n'y a pas eu d'aveu, les magistrats sont évidemment dans le doute, et ils vont acquitter les autres accusés qui auraient pu, eux aussi, subir la peine capitale. Mais ils sont acquittés. La mort de Calas, d'une certaine façon, sauve sa femme, sauve la servante, Jeanne Viguière, Gobert, l'ami, et Pierre Calas, le fils, qui est banni. Voilà donc l'affaire Calas. L'affaire Dreyfus, c'est bien cette image, elle est la plus célèbre qui soit, celle de la dégradation d'Alfred Dreyfus en janvier 1995, je la rappelle. Sans doute est-elle plus connue de vous tous que l'affaire Calas. Elle commence en septembre 1994, quand le service des renseignements de l'armée arrête Alfred Dreyfus, jeune capitaine de l'armée française. On l'accuse d'être l'auteur de ce qu'on appelle le bordereau, une lettre qu'aurait qu'aurait été adressée à l'attaché militaire allemand, Schwarzkoppen, annonçant la livraison de documents importants. Une enquête a lieu dans les bureaux de l'armée. Dreyfus a été arrêté. Son écriture, malheureusement, ressemble à celle du bordereau. Il est accusé d'espionnage. Il se défend, bien sûr, mais il est bientôt condamné. Il est condamné alors que le véritable coupable, ce n'est pas
Dreyfus, mais ce fameux Esterhazy, le traître de l'affaire. Là, je vous le montre caricaturé par Ibels. Il n'est pas dans son uniforme d'officier tel qu'il était en 1994. Tout cela, on ne le saura que plus tard, quand le colonel Picard, ou plutôt le lieutenant-colonel Picard, va découvrir qu'il est le coupable, mais en 1994, personne ne le sait. C'est seulement en 1896 que Picard découvre que le traître, c'est Esterhazy. Et tout cela sera connu des défenseurs de Dreyfus en 1897, donc 3 ans après la condamnation de Dreyfus, et c'est à ce moment-là que l'affaire devient publique, devient un scandale, le scandale que vous connaissez, le scandale qui poussera Zola à écrire son J'accuse en janvier 1998. Et pour le moment, vous le voyez, en 1994, quand Dreyfus est arrêté, il est seul, son procès se déroule en décembre 1994, il est condamné, non pas d'ailleurs à être fusillé, car une loi l'empêche à cette époque, mais à la déportation à vie. À la déportation, il partira bientôt à l'île du Diable. Avant, il subira ce qui pour lui est un supplice terrible, le supplice de la dégradation. Le 5 janvier 1995, dans la grande cour de l'école militaire de Paris, il est dégradé. Et c'est cette image que j'ai montrée à l'instant, qui est souvent comme le symbole de l'affaire Dreyfus. Alors vous le voyez, ce mécanisme de l'erreur judiciaire, comment il s'est mis en place. Il est vrai que les accusés, Calas ou Dreyfus, ont contre eux des éléments qui semblent les désigner comme coupables. Calas a varié dans ses déclarations, il n'a pas voulu dire que son fils s'était suicidé. Ses explications semblent confuses. Dreyfus lui aussi, hélas, son écriture ressemble à celle du bordereau. Et pourtant, quand on regarde de près les choses, on voit bien que il est bizarre, il est même fou de les accuser. Pourquoi ce vieillard, Calas, aurait-il tué son fils ? Ce qui est terrible. Pourquoi Dreyfus, qui est riche, aurait-il trahi la France ? Il n'a aucune raison de trahir la France. Et puis d'ailleurs, quand on analyse le bordereau, 5 experts à l'époque l'analysent en 1894. Parmi ces 5 experts, 2 seulement reconnaissent l'écriture de Dreyfus, dont le fameux Bertillon. Donc les preuves manquent, les preuves sont incertaines, et cela commence ainsi, à la fois une erreur judiciaire et quelque chose qui, de point de vue de ceux qui les accablent, ne fonctionne pas. En condamnant d'ailleurs Calas à la peine capitale, ça c'est la justice du XVIIIe siècle, les juges espéraient qu'il allait avouer. Si on le torture, le malheureux, le 10 mars 1762, avant de le conduire à l'échafaud, c'est parce qu'on pense qu'il va avouer et que l'aveu, au fond, va régler l'affaire. Et il est torturé d'une manière terrible. Il est soumis à la question. Ça, c'est la justice du XVIIIe. D'abord, la question ordinaire, on étire ses membres à l'aide d'instruments de torture. La question extraordinaire, on lui fait avaler plus d'une dizaine de cruches d'eau qu'il doit ingurgiter, le malheureux. Il clame son innocence. Et ensuite, on le conduit sur la roue, on lui brise les membres, et il clame encore son innocence. Et le prêtre qui est à ses côtés, le père Bourges, est d'ailleurs troublé, car qu'un homme clame son innocence, alors qu'à cette époque, tous pensent qu'ils vont devant le tribunal de Dieu, c'est véritablement troublant. Voilà Calas qui n'a pas avoué, et qui est l'homme qui a réussi à clamer son innocence. Quant à Dreyfus, s'il a été condamné en décembre 1994, c'est parce qu'on a communiqué au dernier moment au juge du tribunal militaire un dossier secret dont son avocat n'a pas eu connaissance. Dans ce dossier, il y a différentes pièces assez peu importantes au fond, dont une qui semble l'accuser. Dans cette pièce, une lettre qui aurait échangé l'attaché militaire allemand et l'attaché militaire italien, donc les 2 attachés militaires des puissances hostiles à la France. Il y aurait une expression, cette canaille de D, Dreyfus, non, c'était un Dubois, mais c'est cette lettre qui va faire condamner Dreyfus dans un dossier secret dont son avocat n'a jamais eu connaissance. Vous le devinez, la raison principale de ces accusations et de ces condamnations, c'est une opinion publique qui entoure à la fois cette fin du XVIIIe ou cette fin du XIXe. Des 2 côtés, vous l'imaginez, la haine contre Calas.
ou la haine contre Dreyfus. La haine contre Dreyfus, c'est l'univers de l'antisémitisme. La haine contre Calas, c'est le refus de la France de cette époque d'accepter ce protestant Calas, cette France où Louis XIV a aboli l'édit de Nantes que Henri IV avait accordé aux protestants, en promulguant au contraire l'édit de Fontainebleau, qui est une sorte de contre-édit de Nantes. Le voici sous forme d'allégorie. Vous voyez les figures de la vérité qui présentent le texte de l'édit, de la foi, la tête couverte d'un voile, de la religion. Voilà un tableau allégorique qui met en lumière, en 1685, cet édit de Fontainebleau qui instaure le protestantisme comme religion que l'on va persécuter d'une manière constante. Sur l'antisémitisme de la fin du XIXe, pour être du côté de l'affaire Dreyfus, je n'ai pas besoin de vous en parler beaucoup, car l'histoire est de plus en plus, hélas, connue de nous tous. Elle revient constamment dans les recherches ou les propos d'aujourd'hui. Vous savez qu'il est forgé par le fameux Édouard Drummond, le directeur de La Libre Parole, ce quotidien qui a fait de la lutte contre les Juifs son mot d'ordre principal. Et vous savez qu'Édouard Drummond est l'auteur de La France juive, un gros ouvrage en 2 volumes publié en 86. Et c'est tout cela qui est à l'arrière-plan du procès de Dreyfus. Sur la religion protestante, je reviens un peu pour insister, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé pour Calas si on n'y réfléchit pas. On peut parler à cette époque à la fois de répression et de discrimination. Répression, dans ces moments extrêmes, la France arrête des pasteurs protestants, les exécute, mais d'une manière générale, les protestants sont discriminés. L'état civil, qui est une prérogative de l'Église, leur échappe, donc ils doivent ruser pour exister d'une certaine façon. C'est l'exemple de Calas, d'ailleurs, exemple assez étonnant. Il a fait baptiser ses enfants. Il s'est marié à l'église. Ses 4 fils ont fait leur scolarité dans le collège jésuite de la ville. Et l'un de ses fils, d'ailleurs, c'est une des complexités de l'affaire Calas, il s'appelle Louis, s'est converti au catholicisme. Il a quitté le domicile familial pour cette raison-là, et Calas fait à ce fils catholique une petite pension. Donc c'est pourquoi on pense que un deuxième fils, voulant se convertir aussi au catholicisme, il ne l'a pas supporté. C'est pourquoi on pense qu'il a tué ce fils. Alors, ce Marc-Antoine qu'on retrouve mort, donc on a retrouvé mort en 62, est un personnage un peu étonnant, bizarre, qui aimait apparemment aller dans les églises, car il adorait en fait la musique religieuse, et évidemment, du fait qu'il fréquentait les églises, on pouvait penser qu'il voulait se convertir. Mais vous voyez que tout cela se fonde sur une autre pression sur les juges, qui est, je dirais, la pression des rumeurs, des ragots, de cette déformation des faits que la société de la fin du XVIIIe, de la fin du XIXe, que ces sociétés connaissent autant que nous, qui sommes aujourd'hui dominés par les fameuses fake news. Et dans l'affaire Calas, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, qui est comme une sorte d'anticipation très lointaine des fake news d'aujourd'hui. C'est le monitoire de l'affaire Calas. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, le verbe monéon en latin veut dire avertir, il s'agit d'un avertissement que l'Église a le droit de faire au moment où Calas est devant la justice, qu'elle a le droit de faire. Elle reçoit l'autorisation. Un avis est placardé dans la ville de Toulouse qui demande aux fidèles, cet avis est lu par les curés dans les églises le dimanche, qui demande aux fidèles de rapporter tout ce qu'ils savent sur l'histoire de Calas, sur son intimidation à l'encontre de Marc-Antoine, sur le complot, dit-on, que les membres de la famille auraient fomenté contre Marc-Antoine, sur l'assassinat peut-être dont il a été victime. Ce texte du monitoire est assez extraordinaire. Il est donc, je le disais, lu par les curés, personne ne peut l'ignorer, de telle sorte que l'affaire Calas est vraiment une affaire publique, une affaire dont la ville de Toulouse s'empare, une affaire dont, évidemment, qui est recouverte par toutes les rumeurs possibles, aboutissant à l'idée de la culpabilité du malheureux Jean Calas. Ce qui montre le caractère public de l'affaire Calas, c'est cette scène extraordinaire. J'aurais aimé en trouver une image, j'en ai
hélas pas trouvée, mais essayez de vous la représenter, de l'enterrement de Marc-Antoine. Marc-Antoine est enterré par la confrérie des pénitents blancs, c'est-à-dire une confrérie catholique de cette époque. Elle montre le corps est promené dans la ville, dans un cercueil recouvert par un catafalque, un squelette articulé est monté sur le catafalque, un écriteau est accroché au squelette portant la mention abjuration de l'hérésie, et on promène cela dans la ville. Au fond, le malheureux Marc-Antoine, s'il ne s'est pas converti au catholicisme, au moins son squelette ou son cadavre a été converti au catholicisme. Voilà donc cette affaire Calas qui a rendu folle une partie de la ville de Toulouse. Quant à l'affaire Dreyfus, c'est un peu pareil quand on y réfléchit, car la presse nationaliste, dès septembre, ou plutôt octobre 1994, la presse de Drummond, justement, c'est Drummond qui va désigner le premier Dreyfus comme coupable, qui va apprendre la nouvelle et qui va la rendre publique, eh bien la presse nationaliste s'empare de l'histoire et toutes sortes de légendes vont s'agréger sur l'histoire de Dreyfus. On va raconter qu'il a avoué le jour de sa dégradation. Il y aura même une légende, je l'évoque dans le livre que j'ai écrit sur l'affaire Dreyfus, que vous évoquiez à l'instant, une légende extraordinaire, je l'évoque d'un seul mot, la légende du bordereau à noter. Ce bordereau, évidemment, pendant des années, va attirer toutes les attentions, va susciter toutes les interrogations, et on a même construit une légende d'un bordereau qui aurait été annoté, un original du bordereau, dit-on, par l'empereur Guillaume II lui-même. Lui-même, il aurait écrit dans la marge du bordereau « Ah, cette canaille de Dreyfus devient vraiment exigeante, elle nous coûte très cher. » Voilà cette rumeur extraordinaire, absurde évidemment, d'un empereur d'Allemagne qui aurait annoté le bordereau, tout cela prouvant évidemment la culpabilité de Dreyfus. Alors, pour en parler mieux, je voudrais simplement revenir à un texte de Zola qui dénonce cette folie de la basse presse. Nous avons vu les journaux populaires, les journaux à un sou, ceux qui s'adressent au plus grand nombre et qui font l'opinion de la foule, nous les avons vus souffler les passions atroces, mener furieusement une campagne de sectaires, tuant dans notre cher peuple de France toute générosité, tout désir de vérité et de justice. Je veux croire à leur bonne foi. Mais quelle tristesse, ces cerveaux de polémistes vieillis, d'agitateurs déments, de patriotes étroits, devenus des conducteurs d'hommes, commettant le plus noir des crimes, celui d'obscurcir la conscience publique et d'égarer tout un peuple. Cette besogne est d'autant plus exécrable qu'elle est faite dans certains journaux avec une bassesse de moyens, une habitude du mensonge, de la diffamation et de la délation qui resteront la grande honte de notre époque. Ce texte, Zola, qu'il intitule « Procès-verbal », il le publie en décembre 1997. C'est son troisième article pour Dreyfus, au moment où il s'engage pour Dreyfus. Et ce texte précède de quelques jours le « J'accuse », qui, lui, sera publié le 13 janvier 1898. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans une première partie, l'atmosphère de ces deux affaires, le mécanisme de l'erreur judiciaire et cette présence et cette force et cet entourage de l'opinion publique autour de ces deux affaires qui sont évidemment religieuses, puisque la question du protestantisme ou la question de l'antisémitisme sont des deux côtés mises en place et résonnent comme quelque chose de très fort. Alors j'aimerais, puisque c'est le sujet de cette série des entretiens d'ici, j'aimerais entrer plus en détail sur la façon dont l'un et l'autre, Voltaire et Zola, ont réussi ce tour de force de s'adresser à l'opinion publique, de la renverser justement, cette opinion publique hostile, pour défendre Calas ou Dreyfus. À l'origine, pour qu'ils parlent, pour qu'ils aient envie de parler, je crois, et je crois que c'est vrai pour tout avocat finalement, d'abord une émotion, une profonde émotion. Voltaire s'engage dans l'affaire Calas parce qu'il est profondément touché par ce qu'on lui raconte. Il est dans sa résidence qui est celle de ses dernières années de sa vie, Ferney, près de la Suisse. Il reçoit chez lui à Ferney l'un des fils de Calas, qui s'appelle
Donat. Il pleure avec lui en écoutant ce que le fils de Calas lui raconte, et il le dit dans sa correspondance, cette affaire l'obsède, elle s'empare de son esprit, elle ne le quitte pas. Zola, de la même façon, s'engage dans l'affaire Dreyfus en novembre 97 parce qu'il trouve dans cette affaire, de laquelle il est parfaitement au courant, parce qu'il a réussi à avoir le dossier que Picard a constitué, donc il est parfaitement certain de l'innocence de Dreyfus, mais il entre dans cette affaire avec lui aussi cette émotion qui est celle de Voltaire, et il le dit d'ailleurs dans son premier article du Figaro, quel drame poignant, quel personnage superbe, devant ces documents d'une beauté si tragique que la vie nous apporte, mon cœur de romancier bondit d'une admiration passionnée, je ne connais rien d'une psychologie plus haute. Vous voyez qu'il entre dans cette affaire en romancier, et en défendant presque, on peut en sourire aujourd'hui, le caractère dramatique des personnages. Et puis dans ses notes personnelles, il écrit ceci, là c'est pour lui-même, ce que j'avais vu pour les lettres dans l'affaire, une trilogie de types, le condamné, innocent là-bas, avec la tempête dans son crâne, le coupable, libre ici, avec ce qui se passait en lui, tandis qu'un autre expiait son crime, et le faiseur de vérité, Scheurer-Kestner, silencieux et agissant. Zola fait allusion à Scheurer-Kestner, au sénateur Scheurer-Kestner, le vice-président du Sénat, qui mène alors la campagne en faveur de Dreyfus depuis l'été 97. Et il fait allusion aussi à Hugo, à celui qui est son prédécesseur peut-être dans le combat pour la justice, au Hugo des Misérables. Il fait allusion au célèbre chapitre des Misérables intitulé « Une tempête sous un crâne », où l'on voit Jean Valjean, Monsieur Madeleine, en proie à l'indécision et devant le problème de savoir s'il doit se dénoncer ou non à la place d'un innocent accusé. Voilà, l'émotion d'abord. Et puis, une stratégie qui est une stratégie, je dirais, politique, non pas révolutionnaire, mais une stratégie politique qui consiste à s'adresser aux autorités. Voltaire s'adresse au roi et Zola s'adresse au président de la République. Ils sont tous les deux âgés, ils ont derrière eux l'autorité morale et intellectuelle que leur œuvre leur accorde. Voltaire a 69 ans au moment où il s'engage dans cette affaire Calas. Zola va avoir 58 ans au moment de J'accuse. Voltaire a écrit l'essentiel de son œuvre. Il écrit à ce moment-là d'ailleurs les grands textes qui sont ceux que l'on lit aujourd'hui. Et il a écrit Candide en 1759, qui, vous le savez, est un conte extraordinaire contre le fanatisme. Il écrira donc à la suite de son combat pour Calas, ou avec son combat pour Calas, ai-je envie de dire, le fameux traité sur la tolérance, et puis le dictionnaire philosophique un an plus tard, en 1764. Donc voilà 3 textes autour de l'affaire Calas pour Voltaire. Voltaire s'adresse au roi. Zola écrit une lettre ouverte au président de la République. Voltaire a confiance dans le pouvoir royal, il est assez habile, il devine que, au fond, il peut jouer sur l'opposition entre le Parlement de Toulouse et puis le pouvoir royal central. C'est-à-dire qu'il sait que le roi trouvera peut-être dans l'appel qu'il va accepter l'intérêt, non pas d'abattre, mais en tout cas de réduire un peu la puissance d'un parlement provincial. Et l'entreprise est efficace puisque l'appel lancé au roi fonctionne. Le conseil du roi autorise l'appel contre le jugement du Parlement de Toulouse. Et finalement, après toutes sortes de péripéties, je résume, la réhabilitation de Calas intervient en 1765. Vous voyez, 3 ans après sa condamnation, ou plutôt son exécution en 63, donc au fond assez vite, en 65, Calas est réhabilité. Et Voltaire pourra célébrer cela dans son traité sur la tolérance, qui est le récit de l'affaire Calas en grande partie, et il dit à la fin, c'est la fin du traité, le roi, par cette bonté, mérita, comme tant d'autres actions, le surnom que l'amour de la nation lui a donné, puisse cet exemple servir à inspirer aux hommes la tolérance, sans laquelle le fanatisme désolerait la terre, ou de moins la tristerait toujours. Nous savons qu'il ne s'agit ici que d'une seule famille, et que la rage des sectes
en a fait périr des milliers, mais aujourd'hui, qu'une ombre de paix laisse reposer toutes les sociétés chrétiennes après des siècles de carnage, c'est dans ce temps de tranquillité que le malheur des Calas doit faire une plus grande impression, à peu près comme le tonnerre qui tombe dans la sérénité d'un beau jour. Voilà cette conclusion heureuse du traité sur la tolérance, où Voltaire remercie le roi, rappelle que Louis XV a eu ce surnom du bien-aimé à la suite d'une maladie dont Louis XV était sorti indemne, et le peuple lui avait donné donc ce surnom. Et puis Voltaire souligne qu'il y a un exemple, l'exemple de la famille Calas, mais que cet exemple doit être généralisé et que c'est le moment où peut-être cette société intolérante va enfin accepter la tolérance religieuse. Zola, d'une manière un peu comparable, puisque je joue constamment sur la comparaison entre les deux affaires et ces deux fins de siècle, évidemment, Zola s'adresse à Félix Faure dans son J'accuse, qui est une lettre ouverte, qui succède à deux autres lettres ouvertes qu'il a publiées précédemment, où là aussi il a essayé de s'adresser à l'opinion publique. Il avait commencé par des articles dans le Figaro, je les ai évoqués à l'instant, et puis deux lettres ouvertes, de très beaux textes, d'ailleurs qu'on cite souvent aujourd'hui. Une lettre à la jeunesse, qui est un texte quelquefois cité aujourd'hui pour sa force, en décembre 97, et au tout début de janvier 98, une lettre à la France, dans lesquelles Zola s'adresse d'une part à la jeunesse du quartier latin, hélas, dit-il, antisémite, à qui il reproche de ne pas comprendre l'action de Scheurer-Kestner, et il défend le vieillard Scheurer-Kestner, ce sénateur courageux. Et puis dans sa lettre à la France, il agrandit au fond la perspective, et il se tourne vers une France dont il lui dit qu'elle est aveuglée par un patriotisme qui ne lui permet pas de comprendre l'innocence de Dreyfus. Et après ces deux lettres ouvertes qu'il a publiées sous forme de brochure, dans ce journal, dans ce petit journal qui s'appelle l'Aurore, le journal que dirige alors Clémenceau, dans un numéro célèbre du 13 janvier 98, qui va quasiment occuper tout le numéro, puisque les 4 pages de l'Aurore sont presque entièrement prises ce jour-là par le texte de J'accuse, il écrit son J'accuse. Et il agit ainsi, et le mot surgit dans la langue française à cette époque, en intellectuel, c'est-à-dire un homme qui sort de son occupation traditionnelle pour aller sur la place publique. Vous savez sans doute que ce mot d'intellectuel arrive dans la langue française comme substantif à cette époque-là. Alors, là aussi, comme pour Voltaire, cet appel va aboutir, mais beaucoup plus tardivement, hélas. La Cour de cassation, on est donc en janvier 98, va s'emparer de l'affaire Dreyfus à la fin de l'année, disons fin 98. La révision du procès de Dreyfus aura lieu l'année suivante, au cours de l'été 99. Hélas, vous le savez sans doute, c'est une histoire terrible. Dreyfus est à nouveau condamné au cours de l'été 99, à la fin de l'été 99, reconnu coupable avec circonstances atténuantes, gracié par le président de la République, Émile Loubet, qui a succédé au fameux Félix Faure à qui Zola s'adressait dans le J'accuse. Et c'est seulement beaucoup plus tard, en 1906, qu'une deuxième révision permettra à la Cour de cassation d'innocenter totalement Dreyfus. Donc voilà, dans les deux cas, deux appels à des autorités supérieures qui permettent la réhabilitation. Troisième élément de cette stratégie rhétorique, de ce jeu sur les mots, raconter. Je crois que si Voltaire et Zola l'ont emporté, c'est parce qu'ils ont su raconter, tout simplement. Le texte de J'accuse, c'est un récit. C'est d'abord un récit, d'abord, vous l'avez vu, vous l'avez deviné, une sorte de roman qui passionne Zola, mais c'est un récit. Et le texte du traité sur la tolérance, alors c'est peut-être plus difficile à dire, c'est une analyse de la question de la tolérance. C'est une histoire. Voltaire remonte en reprenant les textes bibliques et fait toute une histoire des religions, remonte dans un passé lointain pour analyser la question de la tolérance, mais il commence par l'histoire de l'affaire Calas et il termine par l'histoire de l'affaire Calas. Voilà comment il la raconte, au fond. Encore une fois, c'est par une citation que je peux vous faire comprendre les choses. Il s'agissait, dit Voltaire, on est donc au début du traité, dans cette étrange affaire
de religion, de suicide, de parricide. Il s'agissait de savoir si un père et une mère avaient étranglé leur fils pour plaire à Dieu, si un frère avait étranglé son frère, si un ami avait étranglé son ami, et si les juges avaient à se reprocher d'avoir fait mourir sur la roue un père innocent ou d'avoir épargné une mère, un frère, un ami coupable. Vous voyez, tout est posé en quelques lignes. Il continue. Jean Calas, âgé de 68 ans, exerçait la profession de négociant à Toulouse depuis plus de 40 années, était reconnu de tous ceux qui ont vécu avec lui pour un bon père. Il était protestant, ainsi que sa femme et tous ses enfants, excepté un qui avait abjuré l'hérésie et à qui le père faisait une petite pension. Il paraissait si éloigné de cet absurde fanatisme qui rompt tous les liens de la société, qu'il approuva la conversion de son fils Louis Calas et qu'il avait depuis 30 ans chez lui une servante zélée, catholique, laquelle avait élevé tous ses enfants. Alors c'est étonnant, ce récit de l'affaire Calas, il est à la fois juste et faux, il est très habile, il montre d'ailleurs dès le début que cette affaire doit basculer dans l'universel, qu'il s'agit bien sûr d'une affaire particulière, mais qu'il y a des enjeux qui sont forts, qui sont ceux qui doivent toucher tous ceux qui écoutent, la religion, le suicide, le parricide, voilà, les éléments dramatiques sont posés dès le début. C'est un récit ordonné, c'est un récit habile. Vous avez peut-être remarqué que Voltaire ne refuse pas d'employer le langage de l'époque. Il appelle le protestantisme l'hérésie, abjurer l'hérésie. Donc on reste dans, puisqu'on s'adresse à des catholiques, on reste dans leur perception, et on ne va pas dire autre chose, on ne va pas employer un autre mot que le mot d'hérésie. Mais il a cette habileté qui consiste quand même à, vous l'avez senti, puisque j'ai fait un autre résumé un peu différent à l'instant, qui consiste à ne pas dire tout à fait les choses. Il est vieilli Calas. Calas avait 62 ans. Il lui donne quelques années de plus. Il en fait vraiment un vieillard. Et il dit qu'il a 68 ans. Il ajoute qu'il a une servante catholique. Et il montre que tout cela, au fond, serait dû à sa grandeur d'âme, serait comme un signe d'ouverture intellectuelle de la part de Calas. En réalité, la loi faisait obligation aux protestants d'avoir des servantes catholiques. Donc Calas n'a fait que suivre la loi. Et puis il ajoute que le fils de Jean Calas, Louis, converti au catholicisme, reçoit une petite pension. En fait, c'est d'ailleurs un des problèmes que Calas aura à subir devant les juges. En fait, il y a une tension réelle entre son fils Louis, qui vit loin du domicile familial, et son père, et Calas n'a pas toujours versé la pension. Voilà. Ce récit est un récit qui ordonne les événements. J'accuse maintenant. Le récit de J'accuse, alors, il est long. Souvent, on ne retient que le titre, et d'ailleurs, c'est ce que je vais commenter dans un instant, mais c'est un récit important. Zola, en étant janvier 98, l'affaire est confuse pour tout le monde. Il écrit un texte qui est publié en brochure, fait 16 pages. Le J'accuse est très long. Il clarifie l'affaire Dreyfus, l'affaire Esterhazy, car au moment où Zola écrit son J'accuse, il y a eu deux choses qui se sont passées. D'une part, Dreyfus a été condamné en 1994, quelques années auparavant, mais surtout, c'est ça qui est terrible, quelques jours auparavant, on est le 13 janvier, le 11 et le 12, un deuxième conseil de guerre a acquitté le traître. L'innocent Dreyfus est condamné, mais le coupable Esterhazy a été acquitté par un conseil de guerre qui s'est réuni le 10 et le 11 janvier 1998. Donc voilà ce que raconte J'accuse, la double absurdité, enfin la double folie judiciaire de l'innocent condamné et du traître acquitté. Et Zola entre dans l'histoire de cet état-major extraordinaire, dans l'histoire de ces militaires. Il en fait le récit précis en mettant en scène 4 personnages. C'est la force de J'accuse aujourd'hui, qui reste aujourd'hui, au fond, le premier texte qu'un historien doit lire quand il s'intéresse à l'affaire Dreyfus. Et à la victime, d'abord, premier personnage, Dreyfus, le traître, Esterhazy, que je vous ai montré à l'instant, Dupaty de Clam, l'accusateur, celui qui a mené l'instruction, celui qu'on va souvent charger parce qu'il apparaît comme un personnage un peu fou, et puis Picard, le commandant Picard, plus tard lieutenant-colonel, le libérateur, au fond, celui qui a découvert le véritable traître et qui met son carrière en jeu avec beaucoup de courage. Et voici, je ne vais pas évidemment relire tout J'accuse devant vous, voici comment Zola
prend l'un des personnages qu'il charge, le fameux Dupaty, hein, l'instructeur, celui qui a voulu faire avouer à Dreyfus, un peu comme pour Calas, qui a été torturé de la même façon, Dreyfus emprisonné avant son procès, et je ne dirais pas torturé, il ne faudrait pas dire les choses ainsi, mais en tout cas, il est harcelé par Dupaty de Clam, qui veut avoir des aveux. Et voici le portrait de Dupaty, un homme néfaste, à tout mener, à tout fait. C'est le lieutenant-colonel Dupaty de Clam, alors simple commandant. Il est l'affaire Dreyfus tout entière. On ne la connaîtra que lorsqu'une enquête loyale aura établi nettement ses actes et ses responsabilités. Il apparaît comme l'esprit le plus fumeux, le plus compliqué, hanté d'intrigues romanesques, se complaisant au moyen des romans feuilletons, les papiers volés, les lettres anonymes, les rendez-vous dans les endroits déserts, les femmes mystérieuses qui colportent de nuit des preuves accablantes. Là, je pourrais entrer dans les détails, je ne le ferai pas bien sûr, mais derrière tout cela, il y a toute l'histoire romanesque de l'affaire Dreyfus. Mais je voudrais peut-être insister sur ce qui aujourd'hui encore reste de ce J'accuse de Zola, c'est-à-dire au fond cette première page extraordinaire de l'Aurore. Vous le voyez, le texte, il est long, vous voyez, ça va se poursuivre d'ailleurs sur la page numéro 2, donc ces 6 colonnes, elles sont extrêmement denses, mais ce qu'on retient encore aujourd'hui, est-ce que d'ailleurs les lecteurs parisiens ont retenu de ce petit journal diffusé ce jour-là à 300 000 exemplaires dans les rues de Paris, ce que les lecteurs ont retenu, c'est cela finalement. J'accuse, écrit d'une façon étonnante, et puis ce sous-titre, lettre au président de la République par Émile Zola. Le titre a été inventé, ou plutôt mis en place, par Clémenceau. Le texte de Zola lui-même commence un peu plus loin, lettre à Monsieur Félix Faure. Mais ce J'accuse est étonnant, regardons-le, il est extraordinaire, ce sont des caractères d'affiche, des caractères qui se voient de loin. D'ailleurs, ce J'accuse a été collé sur les murs, c'était une affiche. Au début du mot, 2 majuscules, qui sont là pour détacher le pronom du verbe, mettre en valeur le verbe accuser. À la fin du mot, une ponctuation étonnante, 3 points de suspension, 1 point d'exclamation. Les points de suspension annonce, ces 6 colonnes que vous allez lire, qui sont denses. Le point d'exclamation anticipe sur la conclusion qui est dans la page 2, qui est l'accusation. Et les points de suspension, les points d'exclamation sont nécessaires car ils sont comme au fond, la marque d'une phrase elliptique, la marque d'une phrase qui n'est pas dite et que le lecteur va deviner qui Zola accuse-t-il. Eh bien, en fait, et c'est la surprise d'une certaine façon de J'accuse, Zola n'accuse pas Esterhazy. Il ne dit pas le coupable est Esterhazy. Il le dit, bien sûr, mais ce n'est pas là le sens de son J'accuse. Il accuse, et c'est là où les choses deviennent importantes, il accuse ceux qui sont responsables de la machination politique dans laquelle Dreyfus a été enfermé. Il accuse, et le procès qui suivra sera le résultat de ces accusations. Il accuse les responsables de l'état-major, les ministres de la guerre successive, Mercier, Billot, les experts imbéciles, la presse nationaliste, les 2 conseils de guerre qui se sont succédés, celui qui a condamné Dreyfus, celui qui a innocenté Esterhazy. Il accuse d'une manière globale un système politique et il termine d'ailleurs en disant que ceux qu'il accuse, il ne les déteste pas en tant qu'individu. Il a cette belle parole à la fin. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Voilà cette rhétorique de l'accusation chez Zola. Alors, pour Voltaire comme pour Zola, l'idée que pour séduire, pour convaincre cette opinion publique, il faut évidemment dresser un mythe, le mythe de l'innocent martyr. Et la force de Voltaire, comme la force de Zola, pour frapper l'opinion publique, c'est de jouer sur la figure du martyr, non pas seulement de l'innocent, mais de l'innocent martyr, de jouer aussi sur l'idée de la famille unie autour de Calas, autour de Dreyfus. Donc, les 2 écrivains, dans leur récit, mettent en valeur la figure de Calas torturé et protestant de son innocence, ou la figure de Dreyfus, lui aussi torturé lors de cette dégradation.
Et puis autour d'eux, le cadre de cette famille unie, les 2 fils de Calas, Pierre et Donat, les 2 filles de Calas. Voici une image qui est celle qui résume peut-être cette idée de la malheureuse famille Calas. Vous voyez sur cette image la femme de Calas, ses 2 filles, la servante, et puis en face Pierre Calas et son ami Gobert. Voilà, résumé au fond tous ceux qui luttent pour la réhabilitation du martyr. Dans le cas de l'affaire Dreyfus, même chose, il y a Mathieu Dreyfus, le frère, il y a la femme de Dreyfus, Lucie et ses 2 enfants, ainsi sont construites 2 images mythiques. Et Zola va très loin. Vous allez voir dans cette citation d'une lettre qu'il écrit au moment où Dreyfus a été gracié. On est en septembre 1999. Il écrit à Lucie Dreyfus une lettre ouverte qui paraît dans l'Aurore. Ceci, qui peut-être vous fera sourire, mais voilà jusqu'où va le mythe de Dreyfus. Lorsque la religion du Christ avait mis 4 siècles à se formuler, à conquérir quelques nations, la religion de l'innocent, condamné 2 fois, a fait d'un coup le tour du monde, réunissant dans une immense humanité toutes les nations civilisées. Je cherche au cours de l'histoire un pareil mouvement de fraternité universelle et je ne le trouve pas. L'innocent, condamné 2 fois, a plus fait pour la fraternité des peuples, pour l'idée de solidarité et de justice, que 100 ans de discussions philosophiques, de théories humanitaires. Pour la première fois dans les temps, l'humanité entière a eu un cri de libération, une révolte d'équité et de générosité, comme si elle ne formait plus qu'un peuple, le peuple unique et fraternel rêvé par les poètes. Vous le voyez, cette valeur de l'exemple, pour Zola comme pour Voltaire. Je terminerai par un dernier élément sur cette rhétorique de l'un et de l'autre, en insistant sur ce plaidoyer philosophique et moral que Voltaire et Zola font, je dirais, en employant un mot d'aujourd'hui, en dehors de leur propre communauté. Zola n'est pas juif, Voltaire n'est pas protestant, il a d'ailleurs maille à partir à cette époque avec les protestants de Genève, et pourtant ils prennent parti, l'un pour un protestant, l'autre pour un juif. La philosophie de Voltaire, c'est, un mot le résume, puisque nous parlons du pouvoir des mots, écraser l'infâme. L'infâme, c'est ce mot qui se retrouve à la fin de ses lettres, qui revient comme un leitmotiv. Qu'est-ce que c'est que l'infâme? L'infâme, c'est au fond ce qui est contre l'honneur. Écraser l'infâme, c'est lutter contre les fanatismes, contre les superstitions. L'infâme, c'est, pour Voltaire, c'est ce mot qui revient dans ses lettres, c'est le détestable, l'odieux, voilà, tout ce qui détruit cette pensée démocratique qu'il est avec Rousseau à cette époque, en train de construire dans un monde qui ignore évidemment encore ce que peut être vraiment la démocratie. Le thème central de Voltaire, derrière cette idée d'écraser l'infâme, c'est évidemment la tolérance religieuse, cette idée d'une séparation nécessaire entre l'ordre du temporel et l'ordre du spirituel. Voltaire s'appuie sur une vision de la tolérance qui est celle des anglo-saxons à cette époque. Il a lu un philosophe comme Locke et il considère que les églises ont bien sûr le droit d'exister, mais uniquement comme des communautés subordonnées à l'État, incluses dans l'État, et non pas comme des communautés qui devraient dire leurs lois à l'État. Voltaire ne pense pas, on est à la fin du XVIIIe, à une séparation de l'Église et de l'État, bien sûr, mais il pense plutôt à une subordination de l'Église à l'État, en tout cas d'une Église qui doit être dominée par l'État, sans d'ailleurs nier l'importance de la religion. Voltaire n'est pas du tout quelqu'un qui aurait une position d'être athée. Il considère même, enfin c'est Voltaire, que le peuple a besoin d'un frein moral nécessaire, et que ce frein, c'est la religion qui peut le lui apporter. Voltaire est, en même temps, croit en Dieu, défend Dieu. La fin du traité sur la tolérance se termine par une prière à Dieu que je vais vous lire dans un instant. Voici comment se termine ce plaidoyer voltairien. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas,
les uns les autres dans le sein de la paix et employons l'instant de notre existence à bénir également en 1000 langages divers, depuis Siam jusqu'à Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. Ta bonté, il s'adresse à Dieu qu'il tutoie. C'est la fin du traité sur la tolérance. D'une façon un peu comparable, puisque j'essaie de les comparer, Zola a, à ce moment-là, un peu avant son J'accuse, même 2 ans avant, dans un texte qui est très beau, qui est pour les Juifs, qu'il publie dans Le Figaro en mai 96, avant de s'engager pour Dreyfus, un texte où il lutte contre Drummond, où il trouve abominable la question de la haine antisémite que Drummond met en avant, et pour les Juifs, qui est un des textes peut-être les plus beaux de Zola, je trouve, pour nous d'ailleurs aujourd'hui, peut-être encore aussi fort que le J'accuse, il termine par ces lignes que je rapproche de la fin du traité sur la tolérance. Vous allez le voir pourquoi. Désarmons nos haines, aimons-nous dans nos villes, aimons-nous par-dessus les frontières, travaillons à fondre les races en une seule famille enfin heureuse, et mettons qu'il faudra des 1000 ans, mais croyons quand même à la réalisation finale de l'amour, pour commencer du moins à nous aimer aujourd'hui autant que la misère des temps actuels nous le permettra, et laissons les fous et laissons les méchants retourner à la barbarie déforer ceux qui s'imaginent faire de la justice à coups de couteau. Vous voyez, je compare là, dans cette image qui suit, les 2 textes, le texte de Voltaire, le texte de Zola, et vous voyez que les impératifs présents à la première personne du pluriel sont les verbes mis en place par l'un comme par l'autre. Alors, je parlais de « écraser l'infâme » comme étant la formule de Voltaire. La formule de Zola, vous la connaissez, la vérité est en marche, rien ne l'arrêtera. C'est la formule qu'il lance dès le début de son engagement pour Dreyfus, avec une sorte de confiance, peut-être un peu naïve, dans cette idée que quand la vérité est là, eh bien, elle ne peut être arrêtée, même si elle est obscurcie, même si elle est voilée, elle ressurgira. Il y a un tableau que je m'amuse à vous montrer, parce qu'il faut quand même quelques images, un tableau de Dreyfusard par excellence, un tableau qui est aujourd'hui dans un musée de province un peu inconnu, le tableau d'Édouard Debat-Ponsan, peintre académique de cette époque, évidemment bien loin des impressionnistes, mais qui a voulu montrer l'affaire Dreyfus telle qu'elle était. Il y a cette vérité qui surgit du puits, vous la voyez, belle jeune femme nue, et avec un Basile, c'est le personnage de Beaumarchais, du barbier de Séville, qui représente l'Église avec son masque, et puis un soudard qui voudrait arrêter cette liberté. Voilà donc cette idée de la vérité en marche, telle que Zola l'imagine, comme Voltaire dit qu'il faut écraser l'infâme. Eh bien, je terminerai, il me semble avoir le temps de le faire, dans la dernière partie de cette conférence, en vous proposant une réflexion sur l'engagement. Au fond, l'un et l'autre, nous pouvons les célébrer aujourd'hui, nous pouvons admirer la lucidité qui a été la leur, l'un pour Calas, l'autre pour Dreyfus, et Zola pourra, en se battant pour Dreyfus, se souvenir de l'exemple de Voltaire. Mais je voudrais terminer en montrant qu'après tout, s'engager, ce n'est pas si simple, et qu'il y a 2 courages qu'il faut souligner. Le premier, c'est d'affronter l'adversaire, une sorte de courage physique qui fait qu'un homme de plume n'est pas simplement un homme de plume, mais quelqu'un qui va risquer, y compris risquer pour sa vie. Et puis le deuxième courage, peut-être plus fort encore, en tout cas aussi important me semble-t-il, c'est celui de se tromper, parce qu'il est bien beau de s'engager, mais si on s'est trompé, au bout du compte, on sera devant l'erreur. Et dans les 2 cas, on pouvait penser qu'après tout, Calas était coupable ou que Dreyfus était coupable. Donc voilà cette dernière réflexion que je voudrais vous proposer, en vous rappelant que pour l'un comme pour l'autre, c'est à la fin de leur vie qu'ils s'engagent. Voltaire mourra 15 ans plus tard, en 78, et Zola 4 ans plus tard, son J'accuse, en 1902. Les risques encourus pour Voltaire sont importants. Bien sûr, il est à Ferney. Bien sûr, il est près de la Suisse, et si on veut l'arrêter, il peut franchir la frontière, mais enfin, il a quand même pas mal risqué en se battant pour Calas. Vous vous souvenez peut-être d'une parole moderne, je voudrais la citer là, celle du général de Gaulle, qui, à propos de Sartre,
alors c'est ou bien au moment de la guerre d'Algérie, ou bien en mai 68 qu'il aurait dit cela, on n'arrête pas Voltaire. Hein, on n'arrête pas Voltaire. Effectivement, Voltaire, c'est l'homme qu'on ne peut pas arrêter, et De Gaulle aurait dit on n'arrête pas Sartre, comme on n'arrête pas Voltaire. Oui, c'est vrai, il y a comme ça cette sorte de protection que la gloire littéraire accorde à un homme âgé. Voltaire a été arrêté quand il était jeune, hein, justement, mais le Voltaire âgé, le Voltaire admiré par l'Europe entière, d'une certaine façon, est protégé par son statut. Et pourtant, même s'il gagne au moment de cette affaire Calas, même si la justice royale accepte que Calas soit réhabilité, cette société d'intolérance dans laquelle il vit, elle n'est pas terminée. Et deux affaires terribles pour Voltaire vont le lui rappeler en 1766, c'est-à-dire, vous le voyez, 2 ans après le dictionnaire philosophique, 64, et 3 ans après le traité sur la tolérance, l'affaire Lally-Tollendal et surtout l'affaire du Chevalier de la Balle. Lally-Tollendal, c'est un officier français qui, à Pondichéry, sans doute pas très habile, en tout cas a été vaincu, fait prisonnier en Angleterre, il est revenu en France pour se justifier, il n'avait pas tous les torts, il a voulu en tout cas s'expliquer, accusé de trahison, on l'emprisonne à la Bastille et d'une manière absurde au fond, on le condamne à mort, il est décapité en mai 1766. Pire encore, le chevalier d'Abar, un jeune homme accusé d'avoir été impie, d'avoir peut-être commis contre un crucifix, on ne sait quoi, en tout cas de ne pas s'être découvert devant une procession, vous connaissez l'histoire, est exécuté le 1er juillet 1766, il est décapité, son corps est brûlé, et surtout, on avait trouvé chez lui un exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire, on l'accuse en grande partie pour cela, et son corps est brûlé avec l'exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire, lacéré et brûlé. Voilà cette année 66 qui survient juste après le combat que Voltaire a mené pour Calas et qui lui montre que rien n'est terminé. Pour Zola, même chose, hein, ce risque de l'adversaire qui est là, il va le poursuivre au fond jusqu'à la fin de sa vie. Dans le livre que j'ai écrit, mais je ne suis pas le seul à l'avoir fait, je reprends l'histoire de la mort de Zola, dont on pourra peut-être parler si vous le souhaitez, mais il est fort probable qu'en septembre 1902, Zola ait été asphyxié par un homme qui l'a fait intentionnellement. Il s'appelait Buronfos, il était membre de la Ligue des Patriotes, et il a bouché la cheminée de Zola. Mais peut-être le plus important au moment de l'affaire Dreyfus, ces lettres d'insultes constantes, ces menaces importantes que Zola doit subir au moment de son procès en février 98, la foule qui l'attend sur les marches du palais de justice, ces manifestations d'hostilité. À un moment même, on manque le jeter à la Seine, il faut que la police le protège. Tenez une caricature, on pourrait en donner d'autres, hein, qui montre cette sorte de confusion extraordinaire, cette sorte de violence de la bataille entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Et puis peut-être, pour aller plus loin dans la caricature, voilà le musée des horreurs de Leneveux en 99, où Zola est caricaturé comme le roi des porcs, comme quelqu'un qui salit la France avec des excréments. Alors, je pense, en évoquant ces violences de l'histoire de l'affaire Dreyfus, je pense peut-être à des images que vous avez en tête en ayant vu le film de Roman Polanski qui s'intitulait « J'accuse ». Ce film ne raconte pas en fait l'histoire de Zola et de J'accuse, le titre n'est pas très beau, mais il raconte assez bien, et je trouve de façon remarquable, l'histoire de Picard. C'est au fond une histoire militaire de l'affaire Dreyfus, depuis, si vous avez vu le film, la dégradation de Dreyfus en 1995 jusqu'à une scène assez étonnante en 1906, où l'on voit Picard devenu général et ministre face à Dreyfus, et c'est la conclusion du film de Polanski. Un mot peut-être sur l'histoire de Picard, avant d'évoquer ce que je voudrais évoquer, un mot peut-être pour dire que cette affaire Dreyfus, évidemment, est construite sur le grand acte de Zola dans son J'accuse, mais aussi sur
ce courage extraordinaire. Moi, personnellement, je défends Picard. Il y a des historiens de l'affaire Dreyfus qui ne le font pas, donc un débat peut avoir lieu à ce niveau-là. Je défends Picard. On considérera qu'il a été d'un courage extraordinaire, lui chef du service de contre-espionnage, ayant découvert le véritable traître, considérant que l'honneur de l'armée était en question, met tout en jeu, met toute sa carrière en jeu. Il est d'ailleurs arrêté au moment où J'accuse est publié, le 13 janvier 1998, quand Zola publie son J'accuse dans l'Aurore et qu'il est jeté sur le pavé de Paris à 300 000 exemplaires, le matin même, on arrête Picard. Il est arrêté, il témoignera quand même au procès de Zola, mais quelque temps plus tard, il est emprisonné et Picard va connaître une année de prison. Il est chassé de l'armée, cet homme qui avait la plus belle des carrières qui soit, est chassé de l'armée. Il ne sera réhabilité, Picard, qu'en 1906, au moment où Dreyfus lui-même l'est. À ce moment-là, Dreyfus est réintégré dans l'armée comme commandant, et Picard est réintégré dans l'armée comme général de brigade et général de division. Et puis vous connaissez peut-être l'histoire, c'est celle que raconte d'ailleurs Polanski dans son film. Clémenceau qui arrive au pouvoir, on est en 1906, à l'automne 1906, a ce coup d'audace, ce culot extraordinaire qui sidère l'armée de nommer Picard, le détesté de tous les militaires, de le nommer ministre de la guerre. Et Picard est ministre, il le restera 4 années d'ailleurs, avant de mourir bêtement, j'ai envie de dire, juste avant la guerre de 14, d'une chute de cheval. Eh bien, la fin du film de Polanski, je reviens là-dessus, se termine par une scène qui est très vraie historiquement, car elle correspond à ce que Dreyfus lui-même a rapporté dans ses carnets. On voit face à face le commandant Dreyfus et le ministre général Picard se parler. Alors Dreyfus vient reprocher à Picard, et il a raison d'une certaine façon, que sa réintégration ne soit pas conforme au grade qu'il aurait pu obtenir. Il est seulement commandant, il aurait dû être colonel. Picard reconnaît cette injustice, mais il ne peut pas aller plus loin. En fait, c'est Clémenceau qui ne veut pas aller plus loin, parce qu'il aurait fallu une loi, une nouvelle loi, pour donner à Dreyfus son grade réel, et donc on en reste là. Il se sépare là, mais Dreyfus reconnaît quand même la force de ce que Picard a pu accomplir. Voilà, la réhabilitation de Dreyfus, elle est imparfaite. Il a malgré tout été décoré de la Légion d'honneur dans une des cours de l'école militaire où il avait été dégradé. C'est cette réparation que la France a accordée à Dreyfus. Donc voilà comment se termine le film de Polanski, pour en revenir à lui, qui est une histoire militaire de Picard de 1894 à 1906. Et pour en revenir à Zola, il y a un moment qui est ce moment que je voudrais montrer, car il me permet une comparaison avec Voltaire, le moment de l'autodafé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Zola a publié son J'accuse, et puis il y a quelques images, mais qui sont assez fortes dans ce film, au centre du film, une scène d'autodafé. On voit une foule qui brûle les œuvres de Zola, le J'accuse, mais pas seulement le J'accuse, Nana, etc., tout le reste. Et puis un peu plus tard, dans ce film, dans le film de Polanski, des manifestants antisémites brisent une vitrine, la vitrine d'un magasin juif. Alors, cette scène est intéressante, car elle me permet aussi de revenir à Voltaire. Est-ce qu'elle est réelle historiquement? Est-ce qu'elle correspond à la réalité historique? Oui et non, parce qu'on voit bien que Polanski, en filmant cela, qui n'est pas d'ailleurs dans la source qu'il utilise, le roman de Robert Harris qui s'appelle L'affaire Dreyfus, enfin D, c'est vraiment lui qui l'a conçu, cette scène-là. Évidemment, il pense au pogrom nazi des années 1930, il pense aux scènes d'autodafé à Berlin dans les années 1930, et voici une image qui permet tout à fait la comparaison. Mais cette scène est aussi une scène historique réelle. Si vous regardez le Paris de 1898, le procès de Zola, cette violence des foules, ça ne va pas aussi loin bien sûr, mais on a des exemples de personnes qui ont brûlé le J'accuse sur les trottoirs de Paris. Et puis j'ai découvert récemment, c'est une découverte dont je peux vous donner la primeur en quelque sorte, dans un journal illustré de mars 98, voilà, une scène d'autodafé. C'est dans une caserne à Belfort, c'est la France illustrée du 5 mars 98, et on voit là des soldats qui brûlent les œuvres de Zola. Voilà,
cela, hein, affronter l'adversaire. Maintenant, accepter le risque de l'erreur. C'est sur ce dernier point que je terminerai. L'erreur, oui, c'est complexe. Hein. L'affaire Calas, comme l'affaire Dreyfus, Voltaire raconte, Zola raconte, mais quelle est au fond la cause de la mort de Marc-Antoine? Je dirais qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas trop. Alors comment Voltaire l'explique? Il dit ceci, des fils de Jean Calas, nommé Marc-Antoine, était un homme de lettres. Il passait pour un esprit inquiet, sombre et violent. Ce jeune homme ne pouvait réussir ni à entrer dans le négoce auquel il n'était pas propre, ni à être reçu avocat, parce qu'il fallait des certificats de catholicité qu'il ne put obtenir. Résolu de finir sa vie et fit pressentir ce dessein à un de ses amis, il se confirma dans sa résolution par la lecture de tout ce qu'on n'a jamais écrit sur le suicide. Enfin, un jour, ayant perdu son argent au jeu, il choisit ce jour-là même pour exécuter son dessein. Donc la thèse de Voltaire, c'est que Marc-Antoine s'est suicidé. C'est ce que son père a dit, c'est ce que sa famille peut-être pensé. Mais aujourd'hui, c'est là où on voit que les choses sont complexes, les historiens de l'affaire Calas, je n'en suis pas, mais je reprends ce que j'ai lu, considèrent que non, il ne s'est pas suicidé, mais on ne sait pas trop, car aucun document vraiment ne nous permet de travailler sur cette affaire Calas, comme on peut travailler sur l'affaire Dreyfus, où des milliers de documents existent. Alors, ce qu'on sait simplement, c'est que le suicide est improbable, d'après les descriptions qu'on a du corps qu'on a trouvé, et que sans doute il a été assassiné, mais on ne sait pas pourquoi. Crime crapuleux, c'est possible, quelqu'un entrant dans la maison. Affaire de jeu, c'est plus probable, il jouait, d'ailleurs Voltaire le dit, et donc il a peut-être été assassiné par un concurrent, au fond, qui voulait récupérer de l'argent, ou même peut-être histoire amoureuse. Enfin voilà. On ne sait pas, en tout cas Voltaire essaie de résoudre son affaire, mais on est devant un mystère réel. Quant à l'affaire Dreyfus, elle aussi, elle est extraordinaire, car longtemps, cette affaire a été considérée, ce n'est plus le cas aujourd'hui vraiment, mais comme une affaire mystérieuse, comme une affaire où il fallait chercher une vérité qu'on n'avait pas, et j'aimerais terminer en évoquant justement ces mystères de l'affaire Dreyfus. Mais d'abord, quand même, je vous donne les références que vous connaissez peut-être, des ouvrages qui sont aujourd'hui les ouvrages de référence sur l'affaire Dreyfus. Peut-être le plus beau, il est ancien déjà, mais je le trouve magnifiquement écrit, je voudrais en faire l'éloge, le livre de Jean Denis Bredin. J'en fais d'autant plus l'éloge que Jean Denis Bredin vient de disparaître et qu'on peut à juste titre lui rendre hommage à ce grand avocat. En tout cas, c'est le plus beau récit, je trouve, le plus complet de l'affaire Dreyfus. Il y a eu 2 éditions, et la 2e édition est vraiment très complète. Et puis, Vincent Duclerc, que vous connaissez peut-être, qui, m'a-t-on dit, était intervenu dans une des conférences à Issy il y a quelque temps, qui est l'auteur d'une magnifique biographie d'Alfred Dreyfus. Et enfin, Philippe Auriol, qui est, lui, l'auteur de l'ouvrage de référence, aujourd'hui le plus gros, complet. Et Philippe Auriol est aujourd'hui le directeur du musée Dreyfus, qui a été inauguré le 26 octobre à Médan par le président de la République. Le 26 octobre, ce musée est ouvert. Aujourd'hui, vous pouvez aller le visiter à côté de la maison de Zola. Donc, les 3 ouvrages que je cite sont des ouvrages qui insistent sur cette idée simple, que Dreyfus est condamné, c'est au départ une erreur, et cette erreur, l'armée aurait pu la réparer, puisque justement Picard donne la vérité, et si elle ne le fait pas, c'est parce que les ministres successifs veulent se protéger. Mercier le premier, Billaud ensuite, et au fond c'est une machine bureaucratique qui se protège, qui ne reconnaît pas l'erreur, et qui va jusqu'à cette chose extraordinaire et terrible, qui consiste à protéger le traître, à protéger Esterhazy par toutes sortes de procédures. Mais c'est cela peut-être qui a fait problème, et que j'aimerais évoquer devant vous. Alors, il y a 2 thèses. La première que j'évoque pour mémoire et que nous repousserons bien sûr, et la deuxième, plus intéressante, parce que de bons historiens se sont penchés sur cette deuxième idée. Première, c'est le négationnisme, c'est la thèse de l'Action française qui, en 1906,
au moment où Dreyfus est réhabilité, refuse cette idée, la refusera toujours, la refusera pendant l'entre-deux-guerres, continuera à clamer que Dreyfus est coupable. Il y a même un grand ouvrage, qui est un peu le bréviaire des militants de l'Action française à cette époque, qui est l'ouvrage de Dutré-Crozon, qui défend la thèse selon laquelle Dreyfus est coupable et les Juifs, avec leur puissance d'argent, le syndicat juif, ont payé un homme de paille, Esterhazy, pour se reconnaître coupable à la place de Dreyfus. Alors, cette thèse a duré, disons, jusque dans les années 50, avec les ouvrages d'André Figueras. J'en montre un ici, ce canaille de D. Vous voyez, c'est toujours ce canaille de D qui revient. On croyait l'avoir vu disparaître, et malheureusement, encore récemment, un ouvrage d'Adrien Abosi en 2018, donc c'est tout récent. Le titre vous dit tout, l'affaire Dreyfus entre farce et grosse ficelle défend cette thèse. Ça, c'est la thèse négationniste. Quant à la recherche d'une vérité cachée, elle est plus intéressante, cette idée-là. Elle a longtemps obsédé les historiens. Elle était encore très présente il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense que c'est plus vraiment possible de s'orienter dans cette direction-là, mais de grands intellectuels comme Henri Guillemin, les noms que je cite, Michel de Lambarès, Jean Doise, Armand Israël, Jean-François Degnaud, vous le voyez, tous ces titres sont d'ailleurs fascinants. Ils essaient de montrer un mystère, l'énigme Esterhazy, la clé du mystère, un secret bien gardé, les vérités cachées de l'affaire Dreyfus, et enfin, le dernier sur ce thème, le bureau des secrets perdus. Tous ces ouvrages, au fond, acceptent évidemment, ou plutôt reconnaissent, enfin, sont tout à fait d'accord pour dire que Dreyfus est innocent. Je veux dire, n'ont aucune idée de considérer que Dreyfus était coupable, mais considèrent que le problème se pose face à Esterhazy. Et ils essaient de trouver toutes sortes d'hypothèses qui feraient d'Esterhazy autre chose que vraiment ce qu'il était, un escroc, un pauvre individu finalement perdu de dettes, traître, comme on ne peut pas mieux l'imaginer. Mais enfin voilà, on a voulu le défendre, cet Esterhazy, et toutes sortes de thèses ont pu être défendues à ce propos. Et ce que je dis là, c'est pour montrer qu'effectivement l'affaire est complexe et que s'engager pour Dreyfus, quand Zola l'a fait, c'était quand même quelque chose de courageux. Voilà les couvertures de 3 de ces ouvrages que j'évoque. Quelle est la thèse de Doise, d'Israël, de Degnaud? C'est que Esterhazy était un espion, un agent double. Que tout cela, au fond, c'est que Dreyfus a été victime, malheureusement, d'une opération qui a mal tourné, d'une opération d'intoxication des services secrets français qui voulaient intoxiquer, c'est-à-dire intoxiquer l'adversaire, les Allemands, pour leur faire admettre des secrets, enfin d'autres vérités. Voilà. Et que tout cela tourne autour de la question du progrès de l'artillerie. Effectivement, quand on entre dans l'affaire Dreyfus, on voit bien que l'affaire est liée à la question de l'armement militaire à cette époque, des progrès de l'artillerie française, et que dans le bordereau, il est question d'un canon, le canon de 120, qui est un canon dont l'espion Esterhazy prétendait livrer enfin, à propos duquel on prétendait livrer des informations. Et ce canon de 120, c'est le canon dont on voulait peut-être, sur lequel on voulait donner des informations aux Allemands dans cette opération d'intoxication qui aurait eu pour but de cacher le secret de la mise au point du canon de 75. Le canon de 75, tous les historiens de la Première Guerre mondiale le connaissent, c'est un canon que l'armée française mettait au point à cette époque, possédant un frein hydraulique puissant, permettant de tirer des coups nombreux, et ce canon, dit-on, a permis à l'armée française de gagner notamment la bataille de la Marne plus tard. Donc vous voyez que l'affaire Dreyfus serait liée à la préservation d'un secret militaire important, et que tout cela serait lié à une opération d'intoxication dont ont été victimes finalement les services secrets allemands. Voilà. Henri Guillemin défend une autre thèse, je passe là-dessus, mais j'en arrive à ma conclusion pour maintenant revenir à l'histoire de Voltaire, à l'histoire de Zola. Je dirais que pour tous les deux, il y a dans ce combat qui est le leur
à l'horizon sans doute de ce combat, et je pense qu'ils y songent, la gloire littéraire, une reconnaissance forte, sans doute l'orgueil qui les guide, pourquoi pas. On ne s'engage pas dans ces combats en jouant la carte de la modestie pour tous les deux, un gain symbolique, un gain fort. Voltaire est célébré dans les dernières années de sa vie comme une sorte de gloire extraordinaire. Sa mort est une mort auréolée de gloire. Pour Zola, c'est un peu pareil dans les dernières années de sa vie. Dans les 4 dernières années, il est célébré par les Dreyfusards comme un romancier extraordinaire. Voltaire est porté au Panthéon en 1791. Voici l'image de sa panthéonisation, et c'est le peuple de Paris, dit-on, qui le porte au Panthéon, ce peuple de Paris qui voit en lui, non pas l'écrivain, auteur du dictionnaire philosophique, mais, comme le dit le peuple, l'homme au Calas. Voilà, l'homme au Calas, celui qui a défendu Calas. Phénomène comparable pour Zola, qui, quand il est panthéonisé, alors lui, dans des conditions peut-être plus difficiles, beaucoup moins consensuelles, en 1908, est considéré par les Dreyfusards comme le grand héros de l'affaire Dreyfus. Hein, les voici l'un et l'autre réunis dans cette dernière image, qui est un peu l'image de conclusion que je vous offre, pour vous rappeler que le Panthéon est un lieu où quelques écrivains seulement sont entrés. Voltaire en 1791, il est le premier. Rousseau, un peu plus tard, en 1793, ce sont les révolutionnaires qui les font entrer au Panthéon. Et puis le Panthéon va s'endormir, si je puis dire, pendant de longues années, avant que Hugo ne le réveille. Il est panthéonisé au moment même de sa mort, en 1885. Le 4e écrivain qui entre au Panthéon, c'est Zola, en 1908. Il y aura plus tard Malraux, en 1996. Alexandre Dumas en 2002 et tout récemment Maurice Genevoix en 2020, au nom, au fond, des soldats morts pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, sur 80 personnes aujourd'hui enterrées au Panthéon, quelques femmes seulement, vous le savez, 7 écrivains. 7 écrivains seulement. Le Panthéon, c'est un lieu d'hommage républicain. La République y enterre ses grands hommes, comme on le dit. C'est aussi un lieu de recueillement. Les tombeaux de Voltaire et de Rousseau, qui se haïssaient, sont placés l'un en face de l'autre. Hugo et Zola, dans le caveau 24, alors qu'ils ont combattu l'un et l'autre, l'un pour le romantisme, l'autre pour le naturalisme, et qu'ils ne s'aimaient pas beaucoup, dorment pour l'éternité dans le même caveau, avec Alexandre Dumas, qui était placé au milieu, et qui est là peut-être pour veiller qu'ils ne se querellent pas. On peut imaginer que les personnages de Germinal et ceux des Misérables, au fond, dialoguent entre eux. Voilà, tous sont honorés, non pas à cause de leurs œuvres, bien sûr à cause de leurs œuvres, mais en raison de leur engagement politique, en raison du symbole qu'ils représentent. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup, c'était passionnant. Nous avons bu vos paroles. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Merci aussi pour ce parallèle que vous avez fait tout au long de votre intervention entre Voltaire et Zola. Finalement, on pouvait connaître peut-être mieux l'un que l'autre, mais on arrive à voir le cheminement au fur et à mesure. Et merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions peut-être les uns ou les autres ? Ça semblait très clair, en tout cas. Ce que je vous propose, c'est que nous puissions tous ensemble avoir un temps de dédicace et d'échange avec vous, peut-être plus direct, si vous en êtes d'accord. Et puis, vous rappeler notre prochain entretien d'ici, donc le 17 mars. Et vous remercier encore, vraiment, nous étions honorés et nous sommes honorés de votre présence à Issy-les-Moulineaux et sur cette thématique. Le pouvoir des mots, c'est encore, on n'en a pas fini. On en a vu quelques éléments jusqu'à aujourd'hui. On aura encore d'autres soirées, d'autres conférences sur le sujet. C'est inépuisable. Merci beaucoup à tous et toutes. Merci. Merci pour votre accueil. On vous retrouve là-haut. Voilà. Alors moi, je ne voulais pas dire...